Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Agora. Agora que j'ai le plaisir de co-présenter avec Mariam Niass. Bonjour à vous, Mariam. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi de parler avec vous de la question de la perte des valeurs. Ce sera donc une discussion autour du nihilisme de Nietzsche. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Momar Kamara, docteur Momar Kamara est psychiatre et psychothérapeute. Bonjour à vous, docteur. Nous sommes également avec Mamadou Dramé. Il est lui professeur assimilé en sciences du langage et de la communication. Bonjour. Bonjour. Et professeur Sanoussi Ba, philosophe, professeur de philosophie et président de l'association des professeurs de philosophie du Sénégal. Bonjour à vous, Sanoussi. C'est avec vous d'ailleurs qu'on va démarrer ce débat, Sanoussi. On parle du nihilisme. Ceux qui nous regardent se posent déjà des questions. Avant de parler du nihilisme de Nietzsche, la perte des valeurs, expliquez-nous le nihilisme en termes très simples, c'est quoi? Alors, merci. C'est vrai que ça fait beaucoup de plaisir. Parce que d'abord, je veux dire que tous mes travaux académiques, je les ai consacrés sur Nietzsche. Vous êtes un spécialiste de Nietzsche? Un spécialiste, je ne sais pas. En tout cas, j'ai soutenu un mémoire de maîtrise, un mémoire de DEA. J'ai commencé une thèse sur Nietzsche. Et j'ai presque lu tout ce qu'il a écrit. En réalité, le mot nihilisme, dans la conception nietzschéenne, est un cri qui fait un appel dans ce qu'il dit dans le Zarathustra, brisez-moi ces vieilles tables. C'est-à-dire que c'est une façon de demander à l'humanité de renoncer à toutes ces valeurs qui ont pour source le christianisme de manière particulière, la religion de manière générale, et de monter plus loin comme source la civilisation grecque et Platon. Donc de renoncer à toutes ces valeurs, c'est ça qu'il appelle le nihilisme. Alors, Nietzsche, dans le nihilisme, j'ai lu quelque part qu'il dit que le nihilisme est l'ennemi des civilisations modernes. Je veux dire, est-ce que Nietzsche, lui, était nihiliste? Non, Nietzsche n'était pas nihiliste, personne n'est nihiliste, et parce que c'est vrai qu'il a demandé à ce que l'humanité tourne le dos à certaines valeurs. Il l'a demandé dans toutes ses œuvres. Mais de manière générale, au moment où Nietzsche demande qu'il y ait une régression de certaines valeurs, il propose à l'humanité aussi d'autres valeurs. Nietzsche ne pouvait pas être nihiliste au sens le plus profond du terme parce qu'il est le produit d'une civilisation. Il a vécu dans une société, il a appartenu à des familles et comme tout homme, il a vécu dans une société. Mais quand même, il a été nihiliste par rapport à certaines valeurs, mais ses œuvres aussi proposent à l'humanité d'autres valeurs comme les valeurs du ciel. Nihilisme veut-il dire pessimisme, scepticisme? Bon, entre les deux. Entre les deux. Marie. C'est voyager entre cette frontière plutôt. Très bien, Marie. Comment vivre en étant nihiliste? Non, j'ai dit qu'on ne peut pas être nihiliste parce que j'ai dit dès le début qu'il faut quand même qu'on s'entende sur les mots. Le nihilisme de Nietzsche, c'est un abandon des valeurs qui ont pour source quand il commence depuis le platonisme, en passant par le christianisme. Parce que Nietzsche les assimile. Il dit, je crois, dans l'Antéchrist ou par de la bien et mal, je ne sais plus tellement les références, il dit, le christianisme, c'est du platonisme au peuple. Et toutes ces religions, toutes ces idéologies consacrent la décadence de l'humanité. Et le nihilisme, dans le platonisme et dans le christianisme, Nietzsche les assimile à deux extrémités. Je ne savais même pas qu'on allait parler de Nietzsche, sinon j'allais pris le temps de le lire honnêtement. Il dit, pour être vraiment nihiliste, il faut d'abord abandonner ce que le platonisme et le christianisme appellent la sous-estimation, la surestimation de la vérité. On a trop surestimé la vérité. Pourquoi pas le faux et le mensonge? C'est une valeur qui disparaît, mais il n'y a jamais de vide. Et ensuite, il dit, il y a aussi ce qu'on appelle chez Platon le Christ, et par extension dans toutes les religions, ce que Nietzsche appelle la sous-estimation du corps. Voilà les deux aspects du nihilisme. Vous avez trop surestimé la vérité, Dieu la vérité, l'âme la vérité, le paradis la vérité, mais vous avez aussi sous-estimé le corps. Et Nietzsche a été très acharné contre ces religions parce qu'il a toujours pensé que ce que l'humanité avait de mieux, ce que l'homme avait de mieux, c'est sa corporéité, c'est son corps. Alors que nos civilisations ont toujours rendu impur le corps. Et c'est pourquoi il a toujours combattu la surestimation de la vérité et la sous-estimation du corps. D'accord. Allez-y.
Enfin, j'ai une citation de Nietzsche qui dit: le nihilisme est non seulement la croyance que tout mérite de périr, mais qu'il faut détruire les valeurs. Dans le modernisme, il faut dire que les valeurs de vérité, les valeurs de Dieu, etc., ont une certaine place, et aujourd'hui les déconstruire plutôt, c'est un peu difficile pour la psychologie humaine je sais pas. Non. Moi j'ai toujours dit que en réalité, vous savez, le problème fondamental, c'est qu'il en est de Nietzsche comme de tout le monde. Personne ne peut se passer de la vérité et des valeurs. C'est pourquoi quand on dit la crise des valeurs, je dis de quelle valeur? Parce que le vide de valeur n'est pas un concept éthique. Il n'est pas un concept physique aussi. Personne n'a jamais vécu dans le degré zéro de valeur. C'est impossible. Parler d'humanité, parler de société, c'est parler de valeurs. Les valeurs qui sont en train de reculer, c'est plutôt les valeurs cardinales, les valeurs originelles, comme je l'ai dit, qui ont comme jaillissement le christianisme et la philosophie platonicienne. Et quand Nietzsche dit « brisez-moi ces valeurs », en réalité, Nietzsche dit « j'appelle aussi à faire une nouvelle valeur, de nouvelles musiques ». Mais il faut les faire avec de nouveaux instruments. Et il dit, pour faire une nouvelle musique, il faut non seulement de nouveaux musiciens, un nouveau son, mais de nouvelles musiques. Ça veut dire que même aujourd'hui, dans notre société, la vérité n'est pas déconstruite. Mais vous savez ce qui arrive, ce que Nietzsche a réussi à faire, ce n'est pas faire disparaître les valeurs, personne n'a le fait. Il a réussi à pousser les hommes à relativiser les valeurs. C'est cette convertibilité, ce relativisme des valeurs qui aujourd'hui justifie le nietzschéisme. Et souvent, je dis à mes élèves, en réalité, le monde moderne, est-il un monde socratique ou un monde nietzschéen? Je ne sais pas, peut-être que c'est une question d'angle d'attaque. Bonne question. Docteur Momar Kamara, vous êtes psychiatre et thérapeute. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu quand il en arrive à douter de tout? De parler, de répondre à cette question. Donc j'aimerais bien revenir un peu sur ce concept de nihilisme. Vas-y. Qui est un concept que j'aime bien. J'aime bien dans le sens où je pense que c'est un message qui est contenu dans plusieurs enseignements. Mais dans ce message, je vous dis que c'est le moteur de ce message qui est important. Bon, je ne sais pas dans quel contexte Nietzsche l'avait dit, mais nous-mêmes, dans notre pratique, on l'utilise souvent. Oui. C'est-à-dire quand une personne est bloquée par une question, un problème, une difficulté, pour pouvoir résoudre cette situation, il faut qu'il modifie quelque chose de lui. Des valeurs auxquelles il tenait, il pensait que c'était des valeurs importantes, essentielles, mais qu'il faut qu'il se départisse pour se dire que, ah tiens, donc moi j'étais dans l'erreur parce que ce à quoi je m'accrochais n'est pas en fait si vital, et au contraire même ça me retardait. Donc heureusement, j'ai tardé à adopter ce nouveau comportement. Par exemple. Donc, adopter un nouveau comportement nécessite à abandonner certaines valeurs qui étaient de fausses valeurs, mais auxquelles on s'accrochait et qui nous maintenaient dans l'illusion d'être quelqu'un. Et je pense que même dans la religion, c'est ce message qui est véhiculé. Parce que dans la religion, on dit qu'une personne qui est là, elle doit croître. Donc elle doit abandonner toutes ces mauvaises croyances qu'elle a toujours cru comme vraies, qu'elle tire de la société, mais qui nécessite un travail sur soi personnel. Et pour effectuer ce travail sur soi, il faut faire sa petite crise, se revoir, s'arrêter, faire le point et abandonner les choses auxquelles on s'accrochait et avancer. Je pense que si on le retient dans ce principe-là, c'est quelque chose de vital et qu'on fait même sans s'en rendre compte. Je pense que le voir comme ça est beaucoup plus important que d'essayer de voir globalement comme s'il fallait tout détruire pour faire quelque chose. Est-ce que ce que vous appelez un individu, disons, bloqué, cela veut dire forcément quelqu'un qui s'accroche à de fausses valeurs, ou bien on peut s'accrocher à, disons, de bonnes valeurs et être appelé à se départir de ces valeurs-là? Parce que souvent, quand la valeur, on s'accroche à une valeur qui n'est pas une bonne valeur, on se met dans l'illusion pour la transformer cette mauvaise valeur en une bonne valeur, en une qualité. Et c'est ce qui permet de s'y accrocher. Maintenant, quand on fait notre crise et qu'on arrive à rendre compte que ce n'était pas le cas, que je me suis créé moi-même cette néo-réalité pour tenir, et là, c'est là qu'on voit l'image réelle de ce à quoi on était en train de magnifier pour pouvoir s'y accrocher. D'accord.
Très bien. Alors, professeur Mamadou Dramé, vous êtes, j'avais dit tout à l'heure que vous êtes professeur en sciences du langage et de la communication, mais vous êtes également spécialiste des questions de jeunesse et des cultures urbaines. Ça nous intéresse à double titre parce que très souvent, quand on parle de perte de valeur, ça nous a relativisé un peu de quelle valeur il s'agit. On parle souvent aux jeunes et on fait allusion aux jeunes des centres urbains. Est-ce que c'est une réalité ou bien c'est une illusion que de penser que ces jeunes des centres urbains-là n'ont plus de valeur? Moi, je ne dirais pas perte des valeurs, mais je dirais peut-être un déplacement des valeurs. Parce que ce qui est considéré comme valeur positive, en réalité, quand on parle de perte de valeur, c'est cela. Mais qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui n'est pas positif par rapport à la génération qui vit ces valeurs-là? Nos parents nous ont transmis des valeurs et nous devons perpétuer ces valeurs-là dans leur esprit. Mais ils ne se rendent pas compte que nous sommes sujets à tellement d'influence que ces valeurs-là, à un moment, n'ont plus le même sens et la même signification qu'elles avaient lorsque c'était du temps de nos parents. Et on a toujours cette nostalgie-là du temps passé qu'on ne peut pas rattraper. Comme je disais une fois, que toute génération a l'impression que celle qui l'a précédée était meilleure. Même quand on parle de nos chefs d'État, très souvent, on a l'impression que celui qui est parti est toujours meilleur que celui qui est là actuellement. Exactement. Par exemple, si on regarde Ousmane Sembène, le mandat, les gens ont l'impression que sous Senghor, c'était un régime qui n'avait aucun problème. Mais quand on regarde Ousmane Sembène et on regarde le mandat, on se rend compte que c'était un régime sous lequel les gens souffraient. Mais il y a toujours cette nostalgie qui fait que toujours on veut être dans le passé parce que le passé nous paraît toujours être meilleur. Maintenant, quelles sont ces valeurs-là? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que les valeurs aussi répondent aux questions du moment. Et les jeunes d'aujourd'hui ont des influences qui n'ont absolument rien à voir avec celles qu'ont vécu nos grands-parents. Donc, naturellement, on ne peut pas avoir le même référent, on ne peut pas avoir les mêmes références. Justement, le fait de s'accrocher à des valeurs du passé, c'est propre à nos sociétés sénégalaises, africaines, ou bien vous dites que c'est général? Très souvent, on entend, même les journalistes, ceux qui étaient là avant sont meilleurs que la génération actuelle, les avocats d'il y a 10 ans sont meilleurs, les magistrats, etc. C'est propre à notre société ou bien? Non, mais c'est universel. Hein? Dans tous les pays du monde, ceux qui ont les plus âgés ont l'impression que c'est eux qui sont les dépositaires des bonnes valeurs et que les moins âgés, maintenant, ont des choses qui sont différentes. Donc, je crois que ce n'est pas une valeur qui est... C'est pas une chose qui est spécifique à l'Afrique ou bien au Sénégal, mais c'est une chose qui est universelle. Dans tous les pays du monde, ça fonctionne comme ça. Sanoussi, est-ce que cela veut dire qu'on peut faire, par exemple, puisqu'on vit dans une société comme, enfin, dans un monde comme ça, est-ce que cela veut dire, par exemple, que la vérité n'est pas forcément une valeur pour tout le monde? Non. Le mensonge peut-il être une valeur? Non, c'est que quand moi je voudrais rester... Si, tout peut être une valeur. Même le mensonge. Tout est valeur. Parce que, pour rester un peu dans le texte de Nietzsche, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très profond chez cet auteur que les gens ne saisissent pas. C'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Par-delà le bien et mal ». La question, ce n'est plus de dire comme les sillons qui ont été tracés par le christianisme, par l'islam et les philosophies morales, que c'est ça le bien et le mal. Pour Nietzsche, le nihilisme pur, ce n'est plus de se discuter autour de qu'est-ce que c'est que le bien et le mal, c'est de se placer au-delà du bien et du mal. Et c'est là où il devient le précurseur aussi de la psychanalyse, chez Freud. Moi, j'ai été très surpris quand dans la psychanalyse, Freud dit, c'est après avoir établi mes thèses que j'ai lu Nietzsche. Mamoussé, peut-être il m'entend, a dit c'est le plus grand mensonge. Parce que Freud ne pouvait pas du tout ignorer un homme comme Nietzsche qui est de même nationalité et qui est mort presque à la fin du 19e siècle. Regardez par exemple comment il pose la question du nihilisme Nietzsche, Freud. Parce qu'il dit, dans la psychanalyse, avec la découverte de l'inconscient, avant tout cela, les philosophes du sujet, Descartes et tout cela, pensaient que l'horizon, la référence, c'était la moralité. Il fallait poser des actions morales. Freud déplace le débat. Il dit l'individu qui est bloqué, qui est dans des crises de névrose et tout que nous savons, son horizon n'est plus la moralité mais la normalité. Maintenant, qu'est-ce qui est normal pour ma santé psychiatrique? N'est-ce pas? De ce point de vue, tout est valeur. Parce qu'en réalité, si nous regardons le monde moderne aujourd'hui, comment il est structuré, dans les milieux des finances et ailleurs,
Beaucoup de choses qui ont été considérées comme le mal, comme des mensonges, sont aujourd'hui mises en système de vie et d'échange. Ce n'est pas cela le problème du monde actuellement. Mais absolument. Que ce qui était des contre-valeurs il y a quelques années deviennent aujourd'hui des valeurs presque universelles. Mais ces valeurs, parce que là, il me semble que, comme il l'a dit, c'est universel, ce n'est pas lié au Sénégal. Vous savez, c'est là où peut-être que les philosophes... un philosophe comme Kant, Nietzsche dit que Kant n'est pas un philosophe, c'est un chrétien masqué. Et quand il dit l'impératif catégorie, traite-toi, traite-moi comme tu voulais que l'on traite tout le monde. Mais aujourd'hui, l'impératif catégorique de Kant est devenu insulaire. Comment voulez-vous que je vous traite comme je me traite? Si moi je suis homosexuel ou je suis assassin, donc il faut que je te traite comme je traiterais un homosexuel. Et le monde moderne n'a plus un Dieu ou une source à partir de laquelle il y a des valeurs. Chacun est devenu sa propre référence. Ça, je crois que c'est devenu très profond. Si je suis, je suis assassin, je vous traite comme un assassin, alors que vous ne l'êtes pas, ça pose problème. Ah ouais, ouais. Docteur Momar Camara. C'est la profondeur, je pense, de ces doctrines-là. Je pense que traite-moi comme je te traite, ça est une façon de dire, au moins montre-moi l'attention auquel toi tu serais disposé à te montrer toi-même. Voilà. Avant même toute interaction, c'est au moins en respectant un individu, c'est d'être présent, comme on dit, présent psychiquement avec cet individu. Être prêt à recevoir ce qu'il vous dit et à pouvoir le lui renvoyer. Voilà. Et en ayant bien pris le soin de comprendre, voilà, ses préoccupations. Bon, il y en a qui l'appellent maintenant, peut-être c'est une forme d'empathie. Voilà. En fait, c'est le minimum, par exemple, qu'un individu a besoin pour interagir en respectant l'autre. Je pense que voilà, ça peut être une forme comme ça de comprendre ces messages, parce que c'est des, voilà, comme vous avez dit, des messages très, très, très profonds, hein, et qui nécessitent une bonne contextualisation, sinon la lecture va être un peu biaisée. Bon, peut-être revenir un peu sur Freud. Oui. Hein, peut-être que Dramé aussi, voilà, a une petite expérience de Freud. Bon, je ne suis pas un spécialiste de Freud, hein, donc je ne suis pas psychanalyste, je suis psychiatre. Hein, peut-être avec quelques courants de psychothérapie. Mais peut-être Freud, là où vraiment on vante son mérite, c'est Freud, c'est quelqu'un qui a été vraiment une personne très courageuse. Donc Freud, c'est quelqu'un qui a, disons, qui a mis à nu son intimité, voilà, qu'il a offert à l'humanité. Parce que dans ses récits, il parle de, voilà, d'un dialogue personnel très intime, hein, que vraiment quelqu'un qui n'a pas de courage ne serait pas disposé à faire. Et l'autre chose aussi, c'était que Freud, chaque fois, il revenait à ses théories. Même jusqu'à sa mort, il revenait encore sur ce qu'il avait dit. Voilà, il avait cette honnêteté intellectuelle, voilà, cette honnêteté de se dire que je me suis trompé, maintenant je vois la chose comme ça, voilà, qui, je pense, à encourager. Et bon, on ne va pas parler de la psychanalyse, hein, parce que c'est assez profond, même pour moi c'est très compliqué. Hein? Donc, peut-être parler de la normalité, parce qu'on a parlé à un moment donné de la normalité, et que cette normalité, disons, dans la communication, bon, je parle sous le contrôle de Dramé, donc vous avez parlé d'inconscient. Donc il y a une partie inconsciente de l'individu et une partie consciente. Donc Freud, c'est lui qui a été le premier à parler de conscient et d'inconscient. Donc Freud, l'inconscient, de la manière dont l'inconscient fonctionne, c'est un peu de leurrer le conscient, disons, de prendre des décisions et de faire croire au conscient que c'était la seule décision à faire, hein, et de gommer ou bien de cacher cette partie illogique ou bien cette partie perverse un peu de cette information. Et dans l'inconscient, c'est une question, disons, la normalité, c'est l'urgence. Il y a un problème, l'inconscient, c'est pas son problème de dire que c'est éthique, c'est pas éthique. Son problème, c'est de donner une réponse rapide, la plus rapide possible, hein, et qui diminue le degré, le surplus d'angoisse qui existe au niveau de l'esprit. Donc, pour dire qu'au niveau de l'inconscient, ces normes changent selon le moment, selon les moments. Est-ce que cela veut dire, par exemple, que j'ai faim, je veux manger,
C'est l'inconscient qui parfois me dicte à manger peut-être quelque chose que ma santé ne supporte pas, ou bien que les normes établies par la société n'acceptent pas. Je veux dire, aller manger par exemple des cadavres. Est-ce qu'il peut arriver qu'un individu en arrive à cette situation-là, que l'inconscient dicte ces genres d'actes? Bon, peut-être disons que l'acte que l'inconscient va choisir, bon, c'est un acte, disons, qui va se dire que une personne qui voit un chat, par exemple, développe une symptomatologie, une peur que cette vision du chat ne peut pas expliquer. Oui. Okay? Et que l'inconscient, par exemple, je donne pour aller plus vite l'exemple du petit Hans de Freud, la psychothérapie du petit Hans. Freud dit que la phobie, parce que c'était un jeune garçon que Freud suivait et qui avait la phobie du cheval. Donc quand il voyait un cheval, là, il se mettait dans des crises d'angoisse, donc il suffoque, il a une boule de gorge, il transpire, etc. Et avec l'analyse que Freud a fait avec le petit garçon, la conclusion qu'il a abouti, c'est dire que le jeune garçon, donc de façon terre à terre, le jeune garçon avait surpris ses parents en train de faire l'amour. Donc c'était une représentation qu'il ne pouvait pas accepter, que son inconscient ne pouvait pas accepter. Donc c'était une image qui était irreprésentable au niveau de l'inconscient de l'enfant. L'inconscient, dans l'urgence, comme je dis, la solution qu'il a trouvée, c'est de prendre cette peur-là, cette réaction-là, de le loger sur un objet, c'était le cheval. Le cheval. OK, et de gommer un peu le circuit. Donc l'enfant, tout ce qu'il va garder, c'est quand il va voir le cheval, il va développer la même réaction qu'il a vue avec l'image irreprésentable. Et que, voilà, le pourquoi, il ne saura pas. OK, donc disons, pour lui, c'est comme ça que l'inconscient travaille dans l'urgence pour sauver la personne, parce que c'était un état d'urgence pour la personne. Et les conséquences, la personne va gérer lui-même ses conséquences ou bien supporter ses conséquences. Mais pour lui, l'urgence a été levée, donc il a sauvé l'enfant. Voilà, et puis maintenant, l'enfant peut continuer à suivre, voilà, à vivre une vie normale. Mariam, avec sa symptomatologie. Allez-y. Savez-vous qu'au Sénégal, on va vers un nihilisme? Je voulais, avant de répondre à cette question-là, parler un peu des subtilités même du langage. Parce que si on parle de valeurs, on se rend compte que les valeurs sont transmises par l'éducation, sont transmises par le langage, et la plupart des valeurs sont condensées dans ce qu'on appelle les proverbes. Et même les proverbes entre eux se contredisent parfois, parce que quelqu'un vous dit que l'homme metti, waxal deug, quelle que soit la difficulté, il faut dire la vérité. Et dans le même mouvement, on te dit deug buy defar mo gën fen buy defar mo gën deug buy yak. Ce sont des choses qui se contredisent dans le même moment. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les valeurs n'ont de sens que par rapport aux circonstances dans lesquelles elles sont mises en évidence. Comme quand Coach Barme dit par exemple Digen Sopel de Boulou, peut-être c'est un contexte qui particulier, effectivement, qui lui fait dire cette chose-là. Et ça me fait penser un peu à ce que vous disiez par rapport au mensonge même. Est-ce que le mensonge peut être une valeur? Est-ce que le mensonge peut être une vertu même quelque part? Et quel type de mensonge? Parce que mentir, c'est un mot qui est... C'est un verbe qui a plusieurs sens. Mentir, ça peut être cacher une partie de la vérité, ça veut dire cacher toute la vérité, cela veut dire le contraire de la vérité. Et le mensonge, quand il est... Il y a quelqu'un qui dit que mentir, c'est dire le contraire de la vérité à quelqu'un à qui on doit la vérité. Voilà, donc il y a plusieurs significations, et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon, et donc ça pose ces questions-là. Mais par là de nihilisme au sens où je le comprends, parce que moi je le comprends en tant que professeur de français, nihilisme c'est nier tout quoi, faire comme si les choses allaient vers, on allait vers une sorte de table rase de tout ce qui est valeur et tout. Si je le comprends ainsi, ça m'étonnerait qu'un pays comme le Sénégal aille dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que simplement il y a des choses que j'appellerais peut-être des valeurs, il y a des orientations liées principalement à la religion, liées à la morale, liées au poids que les aînés ont sur les plus jeunes, qui font que quelle que soit la situation, il y aura des dérèglements, il y aura un déplacement, mais qu'on ait jusqu'à aller vers un nihilisme, moi je sais que ça m'étonnerait beaucoup. Pourtant, très souvent, on entend, en tout cas à travers nos médias, je veux indexer personne, mais très souvent on entend des gens qui interviennent, même dans des émissions religieuses, pour dire que les Sénégalais sont mauvais, ils sont ceci, ils sont cela. Récemment, on a entendu que les Sénégalais sont devenus violents, ils tuent pour un oui, pour
ou non? Est-ce que ce n'est pas être nihiliste quelque part? Non, mais moi je pense qu'il faut faire très attention par rapport à cela parce que ce sont des épiphénomènes qui sont liés à des réactions d'émotions, liés à des événements particuliers. Par exemple, on voit le débat sur est-ce qu'il faut interdire le port d'armes ou il ne faut pas l'interdire. C'est lié à un contexte particulier, à un événement particulier qui fait penser que, mais on ne peut pas généraliser en disant que tous les Sénégalais sont mauvais. Ensuite, en tant que prêcheurs, ils sont toujours dans une logique de séduction, ils sont dans une logique qui leur est particulière. Leur logique c'est quoi? Dénoncer le mal. Et en dénonçant le mal, ils nous donnent l'impression que c'est le mal qui est généralisé. Parce que même en Wolof, ils vous diront que faut daan fekk ba fu ndox doon taa soo demee fekk fa tep tep boo demee fekk fa tep tep. Donc ça veut dire que quelles que soient les choses, on a malheureusement cette tendance dans ce pays-là de faire des généralisations abusives. Il suffit de voir 2, 3 événements qui se succèdent, 3 assassinats qui se succèdent pour que automatiquement on dise que le pays est violent. Mais il est violent par rapport à quoi? Et très souvent, ce sont les femmes qui en souffrent, quoi. Ouais. Très souvent, on attaque les femmes, elles sont ceci, elles sont cela. Pourtant, il y en a encore qui sont... Et on continue de se marier. On continue de se marier. Ça nous dit, parlons un peu de le nihilisme. Je lis quelque part que le nihilisme est une théorie philosophique qui affirme l'absurdité de la vie. On entend dans notre société, pour revenir à nos valeurs, très souvent on dit Aduna Amul Solo, Aduna Dara. Est-ce que ce n'est pas, ça ne se rejoint pas, Aduna Amul Solo et absurdité de la vie? Si, bien sûr, bien sûr. Il y a une possibilité d'identification. Parce que pour répondre un peu à la première question de Marème, moi je crois que dans le contexte que nous connaissons de mondialisation aujourd'hui, il est très difficile, pour ne pas dire dangereux, de raisonner à partir du Sénégal. Le Sénégal n'est pas un pays fermé, il est ouvert au monde et il reçoit des millions d'influences de toutes sortes et à travers beaucoup de canaux. C'est Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë qui disait à Paul Lacroix, nous n'avons pas eu le même passé, l'Afrique et l'Occident, mais nous aurons rigoureusement le même avenir. L'ère des destins singuliers est révolue. C'est la mondialisation. Les intellectuels ont posé beaucoup de débats, mais la mondialisation, elle est là. Elle est là et nous constatons qu'aujourd'hui, Feu Sémou Pathé Gueye avait l'habitude de dire soyons courageux, parlons d'occidentalisation et d'américanisation du monde. C'est ça le terme le plus juste, c'est un langage. Mais aussi il y a une sorte de vérité. Et je crois que aussi je lisais un livre du directeur de Walfadjri, L'étranger parmi les siens. Mais en tout cas, quand on lit le livre, ce qui a révolté un peu M. Sidi Lamine Niasse, c'est qu'il a constaté, selon ses propres écrits, que le Sénégal ne vit qu'une sorte de mimétisme des valeurs occidentales. C'est lui qui l'écrit. Un mimétisme des valeurs occidentales. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous ouvrir. Et regardez du point de vue du langage. Nos élèves, ils s'habillent exactement comme les Français. Ils parlent exactement comme les Français. Les SMS, la façon de parler, le fait de couper les mots, le fait de dénaturer les mots, c'est exactement la même chose. Et c'est justement parce que peut-être que avec des grands auteurs, Freud, le problème de l'inconscient, les gens ont constaté qu'en réalité, non seulement Adina Amul Solo, mais on nous avait enseigné beaucoup de valeurs. Mais ces valeurs tiennent à ce que Nietzsche appelle le gai savoir. Le gai savoir. Ça veut dire? Nietzsche dit, le gai savoir, c'est découvrir que tout est l'heure. Les fondements spirituels... Comme quand on se lève le matin, on se rend compte qu'on a dormi pendant 4 heures. Voilà. On nous dit que c'est Dieu, c'est Jésus, c'est ceci. Il dit non, ce sont des fabrications humaines. Ce sont les hommes qui ont tout fabriqué. Et en tant qu'homme, je n'ai pas à obéir à d'autres hommes. La vie, elle est absurde. Parce que non seulement, ouais, c'est Camus, avec l'étranger, c'est Marlowe, c'est Jean-Paul Sartre, c'est la peste, c'est Sisyphe. Donc il y a tout un tas de littérature qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont compris qu'en réalité, beaucoup de choses religieuses pouvaient être remises en question au nom de la liberté individuelle. Et là, peut-être j'en profite pour dire qu'il faut que les intellectuels revoient un peu comment le professeur Souleymane Bachir Diagne a un peu relu et limité André Marlowe. Marlowe qui dit le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Bachir dit le problème c'est pas d'être religieux. Le religieux n'a rien arrangé. Les gens qui tuent, les gens qui mentent, les gens qui prostituent, les gens qui ont des banques qui exploitent sont des chrétiens, des musulmans et des juifs. Ils ont des religions. Ils vont dans les temples, ils vont dans les mosquées. Bachir dit le 21e siècle, s'il veut arrêter la perte des valeurs, il doit être spirituel.
et l'absurdité de la vie, le problème du langage, tout ça se retrouve quand un homme a de la spiritualité. Parce que là, il accepte la vérité et il a la possibilité de se remettre en question et de voir un peu vraiment si le bien n'est pas au-delà du mal. Avant d'aller voir docteur Momar Camara, très rapidement, Mamadou Dramé, très souvent, en parlant de nihilisme, hein, quand on écoute par exemple la classe politique, les uns accusent les autres de nihilisme. Ils disent très souvent que la classe politique ne croit plus à aucun principe. C'est en tout cas le mot. Je lisais récemment dans une contribution dans le journal Walfadjri, Cheikh Anta Diop, qui écrivait que le principe en réalité, moi, les sartes de Tourou. Est-ce que dans nos relations de tous les jours, dans nos valeurs, il y a justement ces principes-là, le sartes de Tourou? Bon, avant que je réponde à cela, tout à l'heure, vous avez dit que Aduna Aboul Solo, et cette thèse est contredite par Thione Seck dans une de ses chansons, où il dit que passeport Aduna, passeport à la Aduna Gokoy Djele. Donc, pour dire tout ce que je disais tout à l'heure, en disant que les choses se contredisent dans la réalité. Maintenant, est-ce que les gens ne croient plus aux principes? Mais moi, je crois que ça dépend toujours de la posture, de là où on se situe. De là où on se situe. Parce que actuellement, quels sont les principes? Parce que les principes aussi ont changé. Hein. Auparavant, on les avait lignes ont bougé. Voilà, les lignes ont bougé. On avait pris des principes d'honnêteté, on avait des valeurs de telle chose. Mais actuellement, ce qui guide le monde, ce qui dirige le monde, ce n'est pas l'honnêteté, ce ne sont pas les valeurs. Non, c'est l'argent qui dirige le monde. Et pour cela, il y en a qui sont prêts à se défroquer, excusez-moi du terme, à enlever leurs pantalons pour aller faire autre chose. Donc je crois que c'est un peu lié à cela. D'accord. Alors c'est l'argent qui guide le monde. Certains sont prêts à tout pour de l'argent. J'imagine qu'il vous arrive de recevoir des gens qui ont certainement perdu la boule à cause de l'argent. Est-ce que des valeurs comme la religion, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, peut être des garde-fous contre justement ces excès-là? Bon, peut-être à titre indicatif déjà. Par exemple, les suicides humains. Les suicides, oui. Donc c'est un problème vraiment de santé publique en Occident. En Occident? En France, vous allez en France, vous allez voir, voilà, souvent le tram est arrêté parce que quelqu'un s'est jeté sur les rails, quelqu'un s'est défenestré et tout. Chez les adolescents, n'en parlons pas. Et chez nous, on n'a pas, je dirais pas, parfois il y a des cas de suicide, mais ce n'est pas un problème chez nous autant chez eux. Parce que le suicide est plus fréquent dans une pathologie précise, c'est la dépression. C'est là où c'est les personnes déprimées qui se suicident le plus souvent, mais qu'il y ait d'autres types de cas qui se suicident. Chez nous, par exemple, la personne qui est déprimée, qui vient, souvent, nous, on doit vérifier, voilà, évaluer le risque suicidaire. Et souvent, quand on pose la question, voilà, donc voilà, je suis très triste, donc je ressens plus aucun plaisir dans la vie. Mais etc. Je ne suis pas prêt à mourir. Maintenant, vous parlez de la mort, ils vous disent que parfois, ouais, j'ai des idées de mort, voilà, parfois j'y pense, mais quand même vous le dites, ah, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne passez pas à l'acte? Vous diront, mais moi je suis un croyant et ma religion m'interdit de passer à l'acte. Et souvent, c'est cette réponse qu'on a. Donc, pour vous dire un peu, voilà, répondre à votre question, comment les croyances religieuses peuvent être quand même bénéfiques, hein, pour certaines personnes. Et ça les aide à tenir malgré la souffrance, parce que ces types de dépression comme les mélancoliques, donc c'est la forme la plus sévère de la dépression, donc c'est des personnes qui ne croient plus en rien. Pour eux, ils n'ont plus de lendemain. Donc, tout est triste chez eux. Mais au moins, voilà, il y a cette barrière-là qui leur permet de le retenir. C'est parce qu'elle croit en Dieu. On parle tout à l'heure de l'incertitude du lendemain, parce que beaucoup expliquent les phénomènes violents qu'on voit ces derniers temps par ce phénomène. Allons-y, Dramé. Je voulais ajouter que dans certaines sociétés, le suicide est une exigence de l'honneur. Dans des pays où le harakiri, et il faut faire harakiri, il faut se suicider, parce que le besoin du moment est tel que si on ne se suicide pas, on n'existe pas. Et même dans nos sociétés traditionnelles, il arrivait des moments où se suicider était un acte d'honneur. Et je crois qu'il y a un auteur, ou je ne sais pas, un homme politique français qui disait que le suicide était la dernière exigence de l'honneur. Donc la valeur du suicide peut également être ambivalente, peut changer. Certains disent que c'est un acte de faiblesse aussi. Qui ne relève pas de la dépression, mais plus de l'honneur, de notre côté. Voilà. Ça relève de l'honneur, mais pas voilà, tout à fait. maladie. D'accord, Mario. Moi, mon problème par rapport à
tout ce que vous dites. C'est que quand vous dites qu'on peut quand vous parlez de déplacement des valeurs, de relativisme, de normalité ou autre, il y a quand même quelque chose pour nous, par exemple, quand on croit, par exemple, je prends l'exemple de l'islam, parce que c'est une religion quand même présente au Sénégal. Quand on croit, par exemple, à l'islam, on ne croit pas que simplement les valeurs... on croit que quand même, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est au-dessus. Donc, quand on nous dit que... En fait, c'est pas vraiment ce à quoi on croit, que c'est juste des valeurs qui peuvent changer. Voilà, qui peuvent changer ou autre. Est-ce que l'islam peut entrer dans cette catégorie-là de valeurs qui peuvent changer, voilà, comme elle dit? Non. Est-ce qu'on doit... C'est qu'il faut quand même qu'on s'entende. Parce que, qu'il en soit de l'islam, du christianisme ou de toutes les doctrines morales qui ne sont pas religieuses, les principes restent figés, comme vous l'avez dit. Moi, vous êtes jeune. Imaginez comment les jeunes musulmans vivent. Actuellement. Est-ce qu'ils vivent selon les principes de l'islam ou bien est-ce qu'ils vivent selon des principes? Moi, je donne un exemple. Lui, il est spécialiste du langage. Nos propres noms. Mohamed, Cheikh Tidiane, Seynabou, comment on les appelle? Maître, Khush, Fina, etc. Mezzo. La désacralisation même des noms, le langage. Oui? J'aimerais faire une différence entre ceux qui sont religieux par famille et Ouais. ceux qui vraiment pour qui la religion est vraiment la vérité. Et en fait, c'est de là que je parle. Enfin, par exemple, il y a des personnes qui croient vraiment que l'islam est la vérité et c'est pas parce que simplement on croit... par exemple, je prends l'exemple de Nietzsche quand il dit que Dieu est mort. Bon, je comprends bien qu'il le dit et qu'il décrit juste le fait d'une société où Dieu n'existe plus. Mais en fait, si vous regardez bien, il dit parce que les gens ne croient plus à Dieu, Dieu est mort. Mais en fait, c'est une conclusion trop rapide. C'est comme dire que en fait, Dieu existe parce que les gens croient en Dieu. Alors que nous, on a l'impression s'ils arrêtent de croire à même- Dieu, ça n'existe c'est plus. ça. Alors que nous, on a l'impression que même si plus personne croyait en Dieu, Il Dieu continue d'exister. existerait quand même. Non, moi je crois que le déicide, la mort de Dieu, quand on faisait notre cours de licence, on avait posé la question au maître, Mamoussé. Il avait dit, la mort de Dieu chez Nietzsche, c'est un appel pour gommer les repères. Tuer Dieu, c'est gommer les repères. Parce que toute religion fonctionne par des repères, n'est-ce pas? Toute religion, même le langage fonctionne par des repères. Quand je faisais mon mémoire de maîtrise, pour être digne de Mamoussé, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'il appelait les repères. Et j'ai joué avec la lettre P, les repères en lettres de P. Et voyons maintenant aujourd'hui dans ce pays, est-ce qu'aujourd'hui ces repères qui, sans eux, Dieu n'existe pas, sont vraiment respectés par la jeunesse ou les autres musulmans qui sont ici? La paix, la pudeur, la pitié, le partage, la piété et la pureté. Quand quelqu'un ne pratique pas ces valeurs, en quoi peut-il se dire je suis musulman? En quoi peut-il je suis chrétien? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, être dans un pays musulman ou dans un pays chrétien, c'est la question que la Bible pose. Est-ce qu'il y a la foi sans la loi? Est-ce qu'il y a la foi sans la loi? Être musulman, est-ce que c'est décrété que moi je m'appelle Aminata, moi je m'appelle Mariam, je m'appelle Mustapha? C'est pas ça être musulman ou être chrétien. Être musulman ou être chrétien, dit l'aventure ambiguë, c'est conformer ses moindres actes et ses moindres pensées à la volonté de Dieu. C'est faire de sa propre volonté une parcelle de la volonté de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, cela s'est vérifié? Moi, en tout cas, dans mon analyse de tous les jours, je ne le vois pas. Mais ça, moi, j'ai la même difficulté de compréhension que Mariam quand même. Parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites que les lignes bougent, certaines valeurs changent, mais ce qu'on nous apprend en tant que musulmans, c'est que très souvent les Wolofs le disent, les bonnes, ce que nous avons def aussi du bar. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à ce niveau-là que vous nous dites les valeurs changent, mais ces valeurs-là établies par la religion à laquelle nous croyons, en tout cas, ne changent pas? Non, j'ai dit, Oui. Dans les principes, les sont là. Le bon, du beri, badagan. Le bar, du tout, haram. Mais le problème n'est pas là. Le livre, il est là. La Bible et le Coran sont là, en des principes
sacrés, inviolables. Ils sont là. Mais ça, ce n'est pas la religion. Dans les principes, dans les comportements de tous les jours, dans le langage de tous les jours, dans les comportements conscients ou inconscients de tous les jours, pouvons-nous nous décrire vraiment comme cette race, cette poigne dont passait Serigne Cheikh? Parce que Serigne Cheikh a fait la remarque en parlant des jeunes. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. En 1972 ou 79, je ne sais plus, il a fait une conférence devant Abdou Diouf, Premier ministre, Senghor, Aimé Césaire, qui était venu au Sénégal, et Amar Samb, qui était directeur de l'IFAN. Il a fait une conférence sur l'islam et la négritude. Et Serigne Cheikh a dit: notre jeunesse a battu tous les records de l'achat et de l'amusement. C'est vraiment regrettable. L'achat et l'amusement ne sont pas des valeurs chrétiennes et islamiques, parce que c'est le trou de divertissement et le trou de jeu. Donc moi, j'analyse les comportements. Ça, c'est aggravé pas les principes. Les principes sont des principes. Ça, c'est aggravé. L'amusement dans ce pays, c'est un vrai problème. Les revendiques musulmans, par exemple, même s'ils ne font pas tout ce que le musulman doit faire, mais pour eux, ce sont les musulmans. Parce que c'est un problème de non, je m'appelle Mohamed, je suis un musulman. Mais est-ce que c'est ça que le Coran a dit? Alors, il ne nous reste plus certainement beaucoup de temps. On va essayer de contextualiser ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure par rapport à l'actualité que nous vivons depuis quelque temps. L'actualité au Sénégal, ce sont les nombreux cas de meurtre. Pour une banale altercation. Une tasse de café? Oui, une tasse de café, 100 francs, on tue. Une banale altercation sur tu as cogné ma voiture ou pas, on sort une arme, on dégaine. Vous qui vous intéressez un peu à ces jeunes-là des centres urbains, vous regardez tout cela, vous vous dites quoi? Est-ce qu'il se passe un moment où on ne croit plus à aucune valeur ou bien c'est l'anxiété, l'angoisse de tous les jours qui fait qu'on tue pour un oui ou pour un non? Moi, je crois que bon, d'abord, il y a eu des réactions qui sont disproportionnées et qui sont liées à l'émotion du moment. Ça, c'est d'abord la première pensée que j'ai par rapport à ça. Les réactions qui ont suivi l'acte. Qui ont suivi un acte. Et là, il y a eu des gens qui ont dit qu'il faut qu'on rétablisse la peine de mort, etc. Qui, dans d'autres circonstances... En tout cas, quand on suit les médias, professeur Dramé, moi, je le disais depuis ce matin, quand on regarde les médias depuis quelque temps, on a l'impression que les Sénégalais sont tous d'accord qu'il faut rétablir la peine de mort. Vous dites que c'est une réaction? C'est une réaction qui est liée à l'événement du moment. Dans un mois, on va reposer la même question pour voir si cela... Mais aussi, il faut dire que de plus en plus, surtout au niveau de la jeunesse, il y a cette perte de repères. Il y a cette perte de repères qui est liée aux influences dont parlait Sanoussi tout à l'heure. Parce qu'il y a des influences de toutes sortes, avec la télévision, avec Internet, avec donc la radio, avec la musique, avec tous ces éléments-là qui entrent en jeu et qui font que les gens ont toujours cette tendance à se survaloriser. Et cette survalorisation se lit par exemple sur les profils Facebook des individus. Il y en a qui mettent tout le temps des photos, qui veulent tout le temps que les gens... Parce que simplement il y a ce besoin de se faire voir. Absolument. Et ce besoin de se faire voir s'accompagne naturellement par un besoin de montrer sa force. Parce que l'idée qu'il y a derrière, peut-être, c'est la domination des autres. Et cette domination, elle se manifeste d'une façon ou d'une autre. Si c'est dans un contexte violent, si on est armé, naturellement, on peut banalement... Donc, moi, je pense que c'est plutôt lié à ces influences-là. Ces influences que nous avons autour et à cette survalorisation, à ce narcissisme à outrance. Donc, comme je dis dans Facebook, parfois il y a des gens qui vous gomment de leurs amis simplement parce que vous ne likez pas leurs photos. Mais bien parce sûr, que vous ne commentez pas. Bien sûr. Parce que souvent, chacun veut être devant, chacun veut se faire remarquer. Et malheureusement, il y en a qui se font remarquer par le côté négatif. Maître, docteur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous pose souvent cette question-là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu quand, à un instant T, il sort son arme pour tirer sur quelqu'un ou bien pour poignarder quelqu'un? Là, c'est une question très difficile à répondre parce que c'est au cas par cas. Vous voyez 1000 assassins, vous trouverez presque jamais le même mobile, hein, les mêmes explications. Mais bon, comme je dis, l'individu, c'est très complexe, l'individu, peut-être plus complexe même qu'on ne le pense. C'est au-delà de ce qu'on regarde, ce qu'on perçoit. C'est un individu, moi je suis le fruit de toute une génération, toute une histoire. Donc il y a des transmissions, des choses que j'ai acquises là, moi je suis devant vous, et peut-être je les tire de mes 4e générations avant moi, sans pourtant qu'au niveau conscient, je prenne conscience. Bon, on dit que l'inconscient est le réservoir de tout. C'est ça que même dans les crises de transe, on dit qu'une personne
parle le chinois or qu'il n'a jamais été en Chine ni côtoyé un chinois. Donc l'inconscient, c'est le réservoir peut-être universel de toutes les connaissances dont dispose un individu. Alors, ce que vous dites, ça m'interpelle un peu. Vous dites qu'il peut arriver qu'on pose un acte et que peut-être dans un passé assez lointain, ça peut trouver une explication. Par exemple, on entend très souvent que tel monsieur est violent, on vous dit que, ou bien il est un peu indiscipliné ou impoli, on vous dit que son père n'est pas comme ça, sa maman n'est pas comme ça. Peut-être que c'est l'influence de l'extérieur qui a fait ça. Vous dites quelque part que ça peut être plus profond que ça. Tout à fait, plus profond. C'est pour ça que c'est toujours, voilà, on répond presque jamais à ces questions. C'est dû à quoi? Parce que pour nous, c'est une résultante de N facteurs. Donc il y a déjà cette transmission qu'on ne maîtrisera jamais, qui est déjà chez l'individu. En plus, il y a l'histoire personnelle de cet individu depuis sa vie fœtale. Oui. Maintenant, les scientifiques disent même que voilà, il y a même des traits de traumatisme ou bien de souffrance même qui sont inscrits depuis le développement fœtal. Ah oui, dans le ventre de la maman déjà. Déjà, dans le ventre de la maman. Et que c'est une fois l'enfant né, bon, peut-être c'est ce qui explique pourquoi tel enfant est comme ça, telle personne est comme ça dans la famille et tel autre n'est pas comme ça. Donc, il y a les circonstances, le stress ou bien les changements que subit la maman déjà qui est enceinte. Tout ça joue sur l'enfant. Ensuite, quand l'enfant naît, il y a l'entourage, le père, la mère, leur qualité relationnelle, comment l'enfant est accueilli et les premières interactions. Tout ça joue sur la personne. Hein? Tout ce qui se passe, un voyage d'un mois du papa ou bien de la maman, une petite séparation, peuvent créer des situations qui vont rester et perdurer et se manifester bien après. Donc c'est difficile de donner une causalité et de dire que tel comportement est dû à ceci. D'accord. Donc c'est l'histoire personnelle. C'est le caractère de l'individu, le vécu de l'individu, hein, les expériences qu'il a traversées. Et c'est la résultante de tout ça qui se conjugue en un temps T et qui explique souvent un comportement. Est-ce que, avant de redonner la parole à Mariam, est-ce que parfois on ne fait pas un peu trop, si je suis vos explications, on ne fait pas un peu trop de tort à la drogue et à l'alcool quand on veut expliquer tous les meurtres qu'on voit dans ce pays-là? Voilà, on dit que c'est des drogués, c'est des... Voilà. En fait, c'est des boucs émissaires parce que réellement, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord. Allez-y, Mariam. J'ai une question. Est-ce qu'on peut prévenir peut-être tous ces crimes? Peut-être, je vois par exemple un pays comme la France où dans les universités, peut-être il y a des psychiatres, ou des psychologues du moins, et aller leur parler, c'est tout à fait naturel. Alors qu'ici, on a l'impression qu'aller voir un psychologue ou un psychiatre, c'est déjà être fou, c'est déjà être catégorisé. Et donc, est-ce que peut-être, si on pouvait discuter déjà de nos problèmes, entendre des psychiatres, est-ce que ça aiderait pas à éviter qu'un jour tout éclate? Je pense qu'il le faut. Parce que là, on perd beaucoup de choses. Certes, bon, avec le peu de personnel qu'il y a, c'est sûr que ce n'est pas possible de répondre à toutes les demandes. Mais ça rejoint le thème de l'émission. C'est un changement. Oui. Les repères se sont déplacés. Ceux qui transmettaient n'ont plus de temps de transmettre. Les familles se sont appauvries, etc. Donc tout ça concourt à fragiliser la personne. Et il faut une réponse à cela. Donc il faut de nouveaux déterminants, il faut trouver de nouvelles solutions par rapport à ce changement qui est là. Donc, le changement, ça efface, perturbe les repères. Donc il faut mettre quelque chose à la place. Et malheureusement, comme vous avez dit, c'est cette nostalgie du passé. On ne peut pas retourner dans le passé, ce n'est pas possible. Donc la solution se trouve dans le présent et surtout dans le futur. Et ça demande énormément de temps pour pouvoir avoir cette prise de conscience-là et apporter une nouvelle solution. Très souvent, dans nos sociétés traditionnelles dramées, le rôle du psychanalyste, il n'y en a pas beaucoup, mais on envoie souvent les enfants chez leur grand-mère, la badienne, etc., qui leur parle fréquemment. Ça n'existe plus, enfin en tout cas, c'est devenu très rare. Est-ce que cela veut dire... C'est très important pour un enfant d'avoir ces substituts. D'avoir ces badiennes à côté. Est-ce que cela veut dire maintenant qu'il faudrait changer notre façon de communiquer avec les plus jeunes, nos enfants notamment? Moi, je pense que c'est impératif. L'erreur que nous commettons
pour la plupart en tant que parents, c'est que nous voulons que nos enfants soient comme nous. Alors qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même trajectoire, on ne vit pas les mêmes réalités. Et surtout, il y a toujours cette fracture-là qu'il y a entre parents et enfants qui font que le seul débat qu'ils ont, c'est un débat moralisateur, mais non pas un débat qui cherche à comprendre les aspects. Parce que parfois, les enfants commettent des gestes que nous ne comprenons pas et nous ne faisons pas l'effort de nous mettre à leur place pour essayer de comprendre ce qui a motivé cela. Et il faut que les gens changent aussi, parce que les choses ont changé. On ne voit pas, peut-être que nos parents avaient une certaine rigidité qui était normale par rapport à cette période-là, mais par rapport au moment où nous vivons, au moment que nous vivons, si nous ne le faisons pas, c'est la télévision qui va le faire à notre place, c'est Internet qui va le faire à notre place, ou bien tout simplement c'est la rue. C'est dans la rue qu'il va se faire former, c'est dans la rue qu'il va trouver une oreille attentive, et tout le monde sait que si c'est dans la rue qu'on va ramasser du fagot, parfois on n'a pas le bon fagot. On ramasse du fagot. Sanoussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer sur cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement éviter de laisser nos enfants entre les mains des séries télévisées, de l'Internet, de Facebook? Bon, moi je me demande... Est-ce qu'il faut à la maison, je ne sais pas moi, interdire la télé, le Wi-Fi, ou bien vous dites qu'il faut contourner tout cela? Moi, je me demande, est-ce que... C'est vrai, hein, nous pouvons nous permettre de rêver, mais je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore quelque chose à faire? Mais peut-être que... Vous êtes pessimiste, là, voire nihiliste. Peut-être réaliste. Peut-être réaliste. Non, parce que je me dis, écoutez, aujourd'hui, lui-même, il l'a dit. Nos enfants, nous les laissons à la télévision. Nous leur mettons des bandes dessinées. Et vous savez qu'il y a toujours des messages qui passent. Les bandes dessinées ne sont pas innocents. Ils ne sont pas du tout innocents. Il y a toujours des messages qui passent. Et il a montré, c'est Jacques Lacan, que vous connaissez bien, le continuateur de Freud, qui montre un peu pourquoi la France, les sociétés modernes ont besoin de psychiatres. Parce qu'on a désarticulé les familles. On a désarticulé les familles. Le psychiatre qui te reçoit, il joue en même temps le rôle de Dieu, le rôle de père, le rôle du totem. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est de comprendre ce que Aristote avait compris. C'est de comprendre ce que toutes les grandes religions avaient compris, que la famille, c'est le noyau de la société. Et que les gens reviennent à reconstituer la famille. Moi, par exemple, je viens dans ma famille, souvent, je dis, éteignez la télévision. Les gens éteignent la télévision, on se met à discuter. C'est beau. On remarque les défauts des gens, des uns et des autres, on voit les petits problèmes, on discute. Mais dès qu'on arrive, taf la télécommande, on est devant sa série, c'est des tas de films, on regarde. On se parle. Mais la nature a horreur du vide. Il y aura forcément une colonisation qui vient d'ailleurs, et nous savons très bien que derrière tout cela, il y a des visions, il y a une civilisation. Surveillons donc ce que regardent nos enfants à la télé. Sanoussi Ba, merci, ça a été un plaisir vraiment de vous recevoir sur ce plateau d'Agora. Vous êtes professeur de philosophie, président de l'Association des professeurs de philosophie du Sénégal. Vous étiez avec Mamadou Dramé, professeur assimilé en sciences du langage et de la communication, également docteur Momar Kamara, psychiatre et psychothérapeute, les invités de ce numéro d'Agora que je vous ai présenté en même temps que Mariam. On a pris du plaisir. Merci d'avoir suivi, à bientôt, Inch'Allah. Merci.